Pour l'instant, je vais me tourner vers Pierre, et Pierre qui va s'adresser directement à Michel Chevalet. Bonjour Michel Chevalet. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes ici pour votre livre Comment ça marche, mémoire spatiale d'un journaliste. Vous faites part de beaucoup d'anecdotes dans votre livre. Moi, je vais rebondir sur mon ami Christophe Barbier, parce qu'on était ensemble à iTélé, et puis je le suis aussi dans ses activités théâtrales, parce que j'aime beaucoup le théâtre. Je vais juste rebondir sur la mise en scène de l'information. Il y en a une. Quand on fait, moi, mon métier, j'étais professeur, j'étais ingénieur, professeur, et je suis devenu journaliste. Je vous raconterai comment les choses se sont faites. Mais j'ai participé, c'est vrai, consciemment, à la mise en scène de l'information scientifique pour, capter l'attention des gens. Moi, mon rôle, je suis journaliste, je suis pas rédacteur en chef. Lui, il est patron. Il est à la fois journaliste et patron. Le rôle est différent. Moi, j'étais coincé à TF1, faut bien le comprendre. J'étais rédacteur en chef, mais j'étais coincé à la fin du journal, entre les sports et puis le fait divers. Et on me donnait 1 minute 30. Et en 1 minute 30, il fallait prendre les gens par la main, les motiver, leur dire, attendez, regardez ça c'est vachement important, ça va vous concerner. Et pour rendre la chose encore plus passionnante, j'en faisais une mise en scène, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce que je mets dans mon livre, les maquettes, la science des maquettes, qui n'existait pas avant à la télévision. Maintenant, c'est fini les maquettes, parce qu'il y a l'informatique, les ordinateurs, le 3D. Donc j'ai participé, comme lui participe à son écharpe rouge, avec sa mise en scène, et il a raison, moi je l'ai fait à travers les maquettes. Voilà, pour rebondir et compléter son information. Est-ce que vous pensez que ça manque, les maquettes aujourd'hui, ou des choses comme ça, pour bien expliquer? On y revient, pourquoi ? Parce que tout de même, dans les mécanismes, faut pas oublier un peu la pédagogie, les mécanismes de compréhension, de saisie de l'information. Comprendre, étymologiquement, c'est prendre avec. Et donc, d'où le rôle de l'expérimentation, de la praxis. Et je prends toujours cet exemple. Vous êtes en voiture, vous êtes passager. Il y a le conducteur, et vous suivez avec lui, même avec l'aide du GPS, l'itinéraire. Et bien souvent, quand on dit, attends, on est venu, on a été voir Christophe Barbier, tu te souviens de... Vous êtes incapable de le faire vous-même si vous ne l'avez pas expérimenté, c'est-à-dire mémorisé. D'où le danger, on en reparlera avec Christophe, actuellement de trop utiliser l'informatique, la tablette en classe. On n'apprend pas à écrire et à calculer avec des tablettes si on ne le fait pas soi-même pour le processus de mémorisation. Donc, les maquettes ont été pour moi un outil, un moyen, si vous voulez, d'attirer l'attention des gens et de leur faire comprendre. Mais aujourd'hui, vous voyez, entre un 3D que vous voyez à la télé, que moi aussi j'utilise, et le fait de réutiliser, moi je l'ai fait, je suis à Canal+ iTélé maintenant, je réutilise aussi les maquettes pour bien leur faire comprendre, parce que, si vous voulez, il y a le jeu, la pratique, la manipulation. Et avec ce livre, vous nous expliquez aussi encore plein de choses sur ce que vous avez vécu et sur tout ce qui s'est passé en événement spatial. Alors je vous ai montré, moi je fais mienne cette phrase, mais je crois que c'est Einstein, mais elle a été reprise par mon ami Bertrand Piccard, qui est un ami très proche. Et Bertrand dit, pour changer la société, il faut changer les hommes. Et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. C'est ce que lui fait avec ses éditos. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la science. Je ne prétends pas du tout apprendre quelque chose au grand public. Mais simplement, mon rôle était de les sensibiliser, de leur donner envie. Comme j'étais prof, je leur disais, je vous apprends rien. Mais je vous donne envie d'apprendre. C'est-à-dire de prendre, c'est-à-dire de comprendre, de prendre avec. Et c'est ce que j'ai fait, moi, à la télévision, en utilisant les maquettes, en utilisant, c'est vrai, les mises en scène, en allant dans le tunnel sous la Manche avec un casque sur la tête, avec des bottes, en me mettant en situation. Je le reconnais, on me l'a indirectement reproché. On n'a pas que des amis dans ce métier. Mais j'assume, je persiste et je signe toujours. Dans votre livre, vous commencez en disant qu'à 18 ans, vous avez assisté au début de l'exploration spatiale avec Sputnik 1. Bien sûr. Vous avez aussi connu le premier pas de l'homme. Tout ça, c'est des grands événements et votre génération a vibré pour ça. Aujourd'hui, notre génération, les jeunes, même les 30-40 ans, ils n'ont pas forcément connu de grandes explorations. Vous ne trouvez pas qu'on manque aujourd'hui de grandes missions depuis 30 ans ? C'est évident, c'est évident. Regardez ce qu'ont fait les Américains, ce que fait Elon Musk avec Mars. Attendez, l'espace nous a fait rêver parce que c'était quelque chose de fondamental nouveau et surtout,
le spectacle qui était un sans faute, c'est-à-dire l'arrivée de l'homme sur la Lune. Et regardez bien ce qui s'est passé. Apollo 11, il y avait 1 milliard, il n'y avait pas 1 milliard de téléviseurs, il y avait 1 milliard de personnes devant leur téléviseur. Apollo 12, moi je l'ai fait en direct, est parti déjà, il y avait moitié moins de journalistes. Apollo 13 a relancé l'intérêt, parce qu'ils ont failli y rester, vous vous souvenez, l'explosion du module, ils sont revenus sur Terre in extremis, c'était eux. Apollo 14, tout le monde s'en est foutu. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple, il y a 6 mecs là-haut qui tournent, qui font des calipettes, vous vous en tapez complètement. Et les médias aussi. Mais ils ont raison. Parce que c'est technique. D'où l'intérêt de relancer l'intérêt. Qu'est-ce qui va relancer? C'est pas les robots. Bon, il y a eu Philae. Parce que l'histoire de la comète, c'est quelque chose tout de même d'étonnant, parce que les comètes, ça fait rêver. Parce que la qualité des images, c'est ça qui est étonnant. Vous aviez des images plus nettes sur votre téléviseur, prises par un robot qui était à 250 millions de kilomètres de la Terre. Vous vous rendez compte que vous ne le feriez avec votre smartphone sur une comète qui fait toujours rêver. Ça a relancé l'intérêt. Et puis, le petit robot, Philae, on l'a personnalisé. C'est un personnage, même le président de la République en a baptisé son chien. Vous voyez? Et ça a relancé l'intérêt. Mais aujourd'hui, pour relancer l'intérêt de l'espace, on va le faire en France parce qu'il y a un Français qui part. J'étais encore avec lui hier, un type brillant, qui est de la classe d'un Clairvoy. Ça va relancer l'intérêt. Mais vous verrez, souvenez-vous de ce que je vais vous dire, il va partir, on va en parler, on va faire des reportages. Une fois qu'il va être là-haut et qu'il va commencer à faire des calibettes là-haut, tout le monde va s'en taper parce que ça va devenir très technique. À moins qu'il nous fasse un spectacle. C'est ce que je mets dans le livre. Pourquoi j'ai fait monter un orgue à Jean-Loup Chrétien dans la station Mir? C'est 6 mois de boulot. C'était pas facile, on était en régime soviétique, il y avait le CNES et des psychorigides. Je suis arrivé à faire monter un petit clavier Yamaha dans la station Mir, et en direct, Jean-Loup Chrétien, avec PPDA, nous a joué de l'orgue en direct. Et ça a relancé, si vous voulez, l'intérêt. Et donc, prochaine étape, ça sera, évidemment, c'est Mars qui fait rêver. Donc tous les regards, c'est pour ça qu'Elon Musk, qui a le sens de la communication, dit l'avenir, on va coloniser Mars. On en parlera, on se calme. Justement, vous croyez en qui pour la colonisation de Mars? Est-ce que SpaceX ou est-ce que vous croyez aussi à Mars One, cette mission qui veut aller sur Mars sans retour? Ou est-ce que vous croyez plus en la NASA? Alors, je crois pas, moi. Je crois pas, je suis athée. Dès qu'on me parle de croire, je dis non. Je dirais, il y a les grands organismes étatiques, style la NASA, qui s'est endormi sur ses succès, qui coûtent très cher aux contribuables américains. Et là, il y a eu une remise à plat des choses, avec l'arrivée du privé. Maintenant, les fusées sont lancées non plus par la NASA, mais par le privé. Et on s'est aperçu qu'il y avait des entreprises qui se goinfraient. Et un Elon Musk est arrivé dans le lot. Moi, je me souviens, c'était à Washington, congrès d'astronautique, où là, tous les grands organismes débattent. Est arrivé sur scène, c'était prévu, un certain Elon Musk qu'on connaissait, parce que c'est le patron de PayPal. Il est arrivé, et la première phrase, je le mets dans le livre, il est arrivé, messieurs, dans 5 ans, vous êtes tous morts. Voilà, stupéfaction. Un type qui ne connaît rien à l'espace, qui faisait du PayPal et qui allait faire des voitures électriques, des Tesla, leur a dit, vous êtes tous morts. Il leur a dit, faites gaffe les gars, vous faites fausse route, moi je vais arriver, je vais remettre de l'ordre là-dedans, et je vais faire du low cost. Et vous allez voir, je vais remporter les marchés. Et il a réussi. Il a fait SpaceX, c'est-à-dire qu'il vend à moitié prix la place, le kilo. Il a des problèmes, mais il apprend. Et donc, pour Mars, il leur a dit, bon ben les gars, allez, moi je vais aller sur Mars, beaucoup moins cher que vous. Et puis, comme j'ai une capsule et puis une fusée, bon ben c'est tout, je vais l'envoyer, mais j'ai de l'argent, je me mets avec moi les meilleurs spécialistes de la NASA qui sont au chômage. Et donc c'est ça, le talent de ce type, c'est de trouver, de s'entourer des meilleurs spécialistes. Et je ne dis pas qu'il réussira, mais c'est le coup de pied dans la fourmilière. Vous êtes allé couper du monde dans un dôme, comme le français dernièrement Cyprien Verseux qui y allait. Il en est sorti au bout d'1 an. Vous avez fait quelques jours. Non, j'ai fait quelques jours, oui. Comment vous êtes senti là-bas dans la peau d'un professionnel? Alors, le contexte que je donne à tout le monde, il y a la Mars, ça a été une association de passionnés de la planète Mars. On n'en parlait pas encore d'y aller. Et puis, cette association, en liaison avec la NASA, a fait des simulations de séjour sur la planète Mars. Alors, il y avait donc la NASA qui a des bidons
si vous voulez, qui ont servi à l'entraînement des astronautes. Nous, en France, on les fout à la ferraille. Et les Américains disent, moi, je vais les récupérer, et puis vous allez me les poser à tel ou tel endroit. Donc là, les bidons, ils avaient été dans l'Antarctique, et là, je savais que c'était dans l'Utah. Et dans ce désert, si vous avez été en vacances dans ce coin, il y a des endroits avec les rochers rouges, les collines, je vous garantis, ça ressemble à la planète Mars. Et donc, la NASA leur a donné un bidon posé sur 4 pattes, et donc, avec le truc, on était à l'air libre, si vous voulez. Mais on avait l'illusion d'être sur Mars, donc ils ont vécu, moi, l'équipe avec laquelle j'étais a vécu 15 jours, moi je suis resté que 8 jours, parce que j'avais un caméraman, fallait que je fasse mon reportage. J'en tire simplement 2 remarques. La première, c'est que c'est une simulation, vous êtes dans les conditions, mais il y a toujours la pichenette qui fait qu'entre le rêve et la réalité, entre le simulateur et la réalité, vous pouvez toujours, disons, si un problème se pose, vous avez le téléphone portable, vous faites aux États-Unis le 911. Alors que sur Mars, quand vous allez dire « Allô », il va s'écouler 20 à 30 minutes avant que le gars vous réponde « Oui, j'écoute ». 20 à 30 minutes, le message arrive, et etc. Ça change tout. Et vous savez que si vous avez un problème sur Mars, il n'y a pas de chaloupe de sauvetage, vous pouvez pas revenir. Voilà, c'est la différence. Alors que là, moi, je pouvais ouvrir la porte du sas et sortir. Mais donc, j'étais déguisé, j'avais un scaphandre, je sortais, je simulais, c'est dans le livre, de marcher sur Mars, et simplement, j'ai découvert des problèmes. Les gonds, très très difficiles. Dès qu'ils sont gonflés, on a mal aux doigts, on a du mal à apprendre. Vous avez de la buée dans votre casque de moto, ben, vous prenez un chiffon, vous poissez la main. Ben là, vous pouvez pas l'ouvrir. Et donc, vous êtes, parce que la climatisation, voilà. Vous voyez, j'ai découvert, si vous voulez, et c'est intéressant, simulation, ce rodage, si vous voulez. C'est un apprentissage. Pour terminer, on va poser une question qui englobe le thème de ce plateau, ces journalistes d'aujourd'hui. Quelle est pour vous la place des journalistes scientifiques dans les médias aujourd'hui ? Elle a été importante, elle l'est moindre maintenant. Et alors, il y a des époques, il y a eu des modes. Quand il y a eu Apollo 11, tout le monde était journaliste scientifique, tout le monde s'est intéressé. En fait, l'astronautique, de vous à moi, c'est pas de la science, c'est de la technologie. On fait de la science, bien souvent, pour peindre ça d'un côté scientifique, pour justifier les milliards de crédits. Mais de vous à moi, on n'a rien découvert là-haut. Hein, je vais pas casser la baraque, mais faut tout de même ramener les choses. Bon, ça n'empêche pas, je suis un fanat de ça. Deuxième chose dans ce problème, c'est que, si vous voulez, en 73, après la Lune, l'intérêt est retombé. Et est apparu les problèmes donc de l'environnement. C'était le Club de Rome. Et là, à ce moment-là, est apparue une race de journalistes. Tout le monde s'est fait journaliste de l'environnement. Moi, j'étais à TF1. Enfin, je suis arrivé à TF1, enfin, c'est pas TF1, j'étais à la 2 puis à la 1, en 60, j'étais prof avant, donc j'avais du temps de libre en 68. Vous voyez pourquoi? On avait du temps de libre. Donc j'ai démarré la télévision en 68, parce qu'il y avait des gars qui faisaient des batailles de rue, et moi, je m'occupais, et je remplaçais des copains qui n'étaient plus à la télévision. Enfin, c'est comme ça que j'ai démarré. Les gars avaient été licenciés, et donc il y avait besoin de mecs pour faire de la télé, ils se souvenaient de moi, c'est comme ça que je suis rentré à la télé. Voilà. Bon, et après, je me suis fait capturer, si vous voulez. Donc, c'était l'espace. Après, il y a eu un regain d'intérêt par les grandes interrogations de la science. Les OGM, parce qu'on doit répondre à ça. Puis c'est retombé. Ouais, je vous donne. Et maintenant, regardez, deviennent journalistes scientifiques les nouvelles technologies. Mais grand Dieu, ce ne sont pas des nouvelles technologies, ce sont des technologies qui sont apparues par le développement de l'informatique, de la microélectronique. Et donc maintenant, vous voyez apparaître une race, moi je le vois à iTélé, sans arrêt, je me bats, on dit « Ah, l'innovation, c'est que le smartphone ». Mais grand Dieu, non, il n'y a pas que cela, fort heureusement, si vous voulez. Il y a eu les prix Nobel, et les prix Nobel, ce n'est pas du tout les smartphones. Donc, vous voyez, il y a cela. Et puis, on reviendra, j'espère, vers nous. Donc, notre profession, je ne formalise pas. Voilà. En gros, les journalistes sont toujours en phase avec le temps. Ah, mais bien sûr. Avec l'évolution. Mais bien sûr, on ne peut pas être décalé. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour conclure sur ce sujet, si je peux prendre la suite, j'aimerais vous poser une question à vous trois. L'image qu'on a des journalistes, ce qu'on dit, c'est toujours, ils s'occupent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est la vieille expression qui traîne. On est aussi dans un contexte de très forte morosité de l'ensemble des citoyens. Et j'aimerais vous demander si vous pensez que les journalistes peuvent aider à réenchanter la politique, ou sinon, pas seulement la politique, à réenchanter la vie. Christophe Barbier.
Je pense que oui. Je pense que oui, et que les journalistes commencent à le faire à partir du moment où ils décrivent la réalité. C'est par un premier constat, un premier diagnostic lucide que l'on peut commencer à réenchanter le monde et la réalité. Après, il faut faire attention à pas tomber dans le culte de la morosité. Mais c'est vrai que quand on raconte les bonnes nouvelles, quand on parle des trains qui arrivent à l'heure, les lecteurs ne s'y intéressent pas. Là où nous pouvons faire un effort, c'est qu'à chaque fois que nous identifions un problème, et ils sont nombreux et nous sommes là pour ça, nous devrions donner plus la parole à ceux qui ont des solutions, en tout cas qui proposent des solutions. Et de ce côté-là, ce qu'a pu inventer le Bondi Blog ou le Libé des solutions, c'est très intéressant. C'est une vraie piste journalistique, non pas contradictoire avec le constat de ce qui marche pas, mais complémentaire. Néanmoins, la base du métier, c'est ce que Françoise Giroud appelait le journaliste et celui qui lève le voile, c'est quand même essayer de montrer ce qu'on nous cache, que ce soit l'intérieur d'un sous-marin nucléaire ou bien le mode de financement d'une campagne présidentielle en 2012 avec Big Malion. C'est ça la base de notre métier. Alors nous ne devons pas ensuite dire, puisqu'il y a Big Malion, tous pourris. Non, nous devons dire, puisqu'il y a Big Malion, vous citoyens, essayez de voter pour des gens qui ne feront pas ce type de manœuvre financière. Nathalie Guibert, sur cette même question. Moi, je pense qu'effectivement, donner à voir, c'est la base. Et donner à voir la petite tribu inconnue d'Amazonie qui est un équipage de sous-marins, c'est peut-être pas réenchanter le monde, mais c'est à tout le moins ouvrir une fenêtre sur une réalité qui était méconnue. Et donc ça participe, je pense, de l'intelligence globale qu'on peut avoir du monde. C'est tout petit, mais et donc après les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, oui. Nous, on a au monde un mantra qui viendrait d'Albert Londres, mais repris par Beuve-Méry, qui est notre métier, c'est de porter la plume dans la plaie. On est tous un peu conditionnés par ça, effectivement, mais ça n'empêche pas, dans cet acte un petit peu cruel, d'ouvrir des fenêtres absolument magnifiques. Michel Chevalet, avec le recul que vous avez, vous aussi, sur cette carrière depuis 68, vous l'avez dit, voilà. Vous avez peut-être un regard... Je suis un 68 ans, oui, c'est ça, d'accord. Enfin, depuis cette période. Non, Christophe a raison, il y a un changement qui s'opère progressivement. Vous savez, moi, une manière, j'aime bien les images pour le grand public. Moi, je dis, pour bien comprendre comment fonctionne une rédaction et les choix qui sont faits, je l'ai vécu, moi, à travers, j'ai fait un peu de presse écrite au Journal de la Croix, mais j'avais que de la télévision. Il faut bien comprendre qui commande. Ben, c'est comme à l'armée. Quand on était à l'armée, il y avait le commandant de la base, le capitaine, les lieutenants, le sergent, et puis il y avait l'adjudant de semaine. Le plus important, c'est lui qui vous donnait les corvées, c'est lui qui vous donnait le boulot à faire. Dans la rédaction, c'est cela. Et je prends les exemples, je prends sur ce que je connais, c'est-à-dire TF1. À TF1, vous avez le directeur de l'information, directeur adjoint, mais le patron de son propre journal, c'était PPDA, c'était Pernod. Et il y a des petites mains qui exécutent, c'est ça. Si, moi je me souviens de Chazal me disait, Michel, je t'aime bien, mais vraiment la science, elle m'emmerde. C'était direct, c'était au bois. Alors juste une anecdote, on va rigoler, voilà. J'étais à la rédaction un dimanche et il y avait un journaliste de Télé 7 jours, c'était pas l'Express, qui faisait un reportage sur ceux qui travaillent le week-end. Et il me voit en salle de montage et je faisais un sujet parce que il y avait des très belles images des gars qui faisaient des calipettes dans l'espace, une sortie dans l'espace. J'ai dit, ça faut qu'on en parle, c'est vachement beau les images. Enfin, on va raconter ce qu'il fait. Et je dis aux journalistes qui étaient là, je dis, voyez-vous, si mes astronautes avaient une plume dans le cul et des ballerines, Chazal le mettrait dans son journal. Parce qu'elle aimait la danse, il y avait toujours un sujet aux 20h, il y avait toujours un sujet sur la danse. Et bien sûr, ce cornichon, je vais être gentil, a foutu ça dans son canard. Elle m'a fait de la gueule pendant 1 an. Évidemment. Voilà. Et donc, je n'ai pas pu passer un sujet dans le journal de 20h de TF1 sur l'espace. Voilà. C'est pour vous situer le niveau des décisions. Alors, pour ça, toutes vos grandes théories, je suis très prudent. Mais pour en revenir, c'est vrai qu'il y a un changement. Qu'avant, il fallait que ça soit, ça ne marche pas, on est des cons, on est des nuls, on est trucs. Maintenant, c'est vrai. Peut-être on peut remercier Montebourg d'avoir ébranlé le système et que maintenant on montre dans les journaux. Et dernier exemple que je vous donne, Alstom, Belfort, je connais bien. J'ai failli être ingénieur à la SNCF, je connais bien toute l'histoire d'Alstom, qui est une succession d'incompétences de direction d'Alstom qui est responsable et des gouvernants. Il y a les deux. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait à iTélé? Je ne vais pas raconter que, etc., on va acheter des trinques, etc. Vous connaissez l'histoire autant que moi.
Et j'ai dit, mais Alstom, on va vous montrer un côté positif et qui peut sauver la boîte. Ils ont mis au point un autorail. Il fait des autorails, ça roule avec des moteurs diesel. Le problème, c'est que Alstom a abandonné les diesels de forte puissance et c'est des moteurs MAN allemands. Et j'ai dit à la rédaction, j'ai dit, mais attendez, Alstom a fait au monde un truc d'avenir. Elle a fait, mais pour les Allemands, un autorail qui est équipé de piles à combustible, c'est-à-dire qui fonctionne à l'hydrogène. C'est révolutionnaire, c'est silencieux, c'est écolo, c'est tout ça. C'est l'avenir, c'est la fin, tout doucement, des diesels. Et là, on a montré quelque chose. Moi, j'ai fait un sujet, non pas Alstom est condamné à mort, quoi qu'on fasse. Non, j'ai dit, Alstom a les outils et les moyens de s'en sortir. Regardez, il prépare l'avenir. Voilà. Donc on peut redonner le moral aussi dans son métier de journaliste. On vous remercie en tout cas Nathalie Guibert, Michel Chevalet et Christophe Barbier d'avoir pris un peu de temps pour venir ici parce que vos lecteurs veulent vous rencontrer. C'était vraiment intéressant que vous veniez ici.